Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Nous allons aujourd'hui parler d'un inconnu fort connu. Alors, ça peut paraître une gageure, mais en réalité c'est extrêmement simple. Nous allons parler d'un personnage très connu dans les allées de l'État, puisqu'il s'agit tout simplement du secrétaire général de l'Élysée, qui se nomme M. Claude Guéant, et qui est un parfait inconnu pour la plupart des Français, sauf pour ceux qui ont lu un ouvrage qui vient de paraître et qui s'intitule Claude Guéant, l'homme qui murmure à l'oreille de Sarkozy. Le voici aux éditions du Rocher, et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des deux auteurs de cet ouvrage, Bernard Pellegrin, l'autre auteur se nommant Christian Duplan. Donc, vous êtes journaliste comme votre confrère Christian Duplan, et vous avez donc écrit cet ouvrage très étonnant, car finalement, quand je disais que c'est un inconnu connu, ou on peut inverser d'ailleurs l'équation, on se dit qu'après tout, c'est quand même un phénomène curieux dans la politique. Voilà un homme que l'on qualifie, enfin Le Point l'a qualifié de l'homme le plus puissant de France, et au fond, qui, à part vos lecteurs, connaît vraiment qui il est? Alors c'est probablement ça qui vous a incité à essayer de le connaître mieux, mais est-ce qu'il se laisse connaître? Alors, la première réponse à la première question, c'est ce qui nous a intéressés. C'est que personne jamais n'avait vraiment été faire le portrait de Claude Guéant, et que finalement, cet homme qui, effectivement, est l'un des plus puissants, si ce n'est, après le président de la République, évidemment, le plus puissant, était dans une zone d'ombre, et on connaissait peu de choses sur lui. Donc c'est ça vraiment qui nous a intéressés. Et dans un deuxième temps, d'ailleurs, on a été confirmé dans notre intérêt, mais les gens nous ont dit souvent, oh là là, vous vous lancez dans une œuvre difficile, parce que faire le portrait de Claude Guéant, c'est lui parler, et donc obtenir des réponses, et ça, c'est pas facile. Alors, malgré tout, il s'est tout à fait bien prêté au jeu. On l'a rencontré 7 fois en tout, entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque fois. Et il a tout à fait accepté que ses biographes, comme il nous appelait, cherchent à savoir des choses qu'il n'avait pas forcément envie de dire sur lui. En même temps, c'est un homme extrêmement réservé, extrêmement prudent, dont on sent bien que le ressort politique, et donc sans doute derrière la puissance, vient du fait qu'il se livre moins qu'il n'obtient d'informations de son interlocuteur. C'est sa façon d'être silencieux et courtois qui lui permet sans doute de recevoir plus d'informations qu'il n'en donne. Alors, c'est quand même un personnage à la fois très classique et étonnant. C'est un préfet. Oui, oui. Donc, nous connaissons bien les préfets. Il y a eu en France de grands préfets. Et les préfets sont des gens qui, en général, exécutent aussi bien que possible, et en général plutôt bien d'ailleurs, les consignes qu'ils reçoivent du gouvernement. Mais en même temps, on a rarement vu des préfets devenir des hommes politiques. Et semble-t-il, là, ça soit en train de se produire, ça s'est même déjà produit, car le poste qu'il occupe n'est quand même pas un poste administratif. On peut quand même citer quelques exemples. Édouard Balladur était secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin également, donc ce sont des postes qui peuvent... Jean-Louis Bianco à gauche. Jean-Louis Bianco, évidemment, qui peuvent amener à de très hautes fonctions. Mais dans le cas de Claude Guéant, il y a quand même une inconnue supplémentaire qui résulte d'un mariage curieux, si l'on peut dire. Non pas son mariage personnel, qui est un mariage heureux, dites-vous, dans le livre, mais de son mariage avec Nicolas Sarkozy. Alors, comment ces deux personnes, aussi dissemblables, apparemment l'une et l'autre, ont-elles pu se connaître et s'apprécier? Alors, il y a une complémentarité évidente au départ, c'est-à-dire que c'est l'alliance des contraires. C'est l'alliance d'un homme extraverti, le président de la République, avec un homme plutôt introverti. C'est l'alliance d'un homme qui a tout misé sur la politique très jeune, avec un homme qui, au contraire, a tout misé sur la fonction publique. Donc c'est vraiment l'alliance des contraires. Mais ces deux hommes se trouvent. Et ils se trouvent pourquoi? Parce que Claude Guéant nous l'a dit dans les entretiens qu'on a eus avec lui, il a eu une sorte de coup de foudre, il me passera l'expression politique pour Nicolas Sarkozy, jugeant que de tous les hommes politiques qu'il avait vus passer à la tête de l'État, c'était le premier qui lui donnait le sentiment qu'il ferait ce qu'il dirait et qu'il dirait ce qu'il ferait. Et ça, c'est un ressort important chez Claude Guéant, ce sentiment que Sarkozy est pour lui le premier homme politique qui peut bouger vraiment les lignes, qui peut vraiment transformer la France. Du côté de Nicolas Sarkozy, il y a nécessité, le président de la République sait sans doute qu'il est un peu dispersé de temps en temps, et il a besoin de quelqu'un qui lui donne le nord magnétique. Et Claude Guéant est de ceux-là, il est de ceux qui sont une référence
pour quelqu'un qui de temps en temps se demande un petit peu où il va. Donc les deux hommes ont chacun, l'un vis-à-vis de l'autre, leur rôle, et c'est un rôle essentiel. Alors ils se sont connus en 2002, c'est bien ça. C'est ça. Au moment où Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Et je crois, c'est ce que vous dites dans le livre en tout cas, que Claude Guéant lui est recommandé Par Charles Pasqua, Pasqua, au cabinet duquel Claude Guéant avait été. Alors la carrière quand même de Claude Guéant doit beaucoup à ses fonctions dans la police. C'est quand même un homme, on dit un flic, bon c'est pas vraiment un flic, c'est un préfet, mais enfin il a quand même occupé de très importantes fonctions. Il est directeur général de la police nationale, qui est le vrai patron de la police en France. Il fait une réforme très très importante qui passe relativement inaperçue, sauf évidemment pour les policiers, qui est ce qu'on appelle la réforme des corps et carrières, qui remet la police à plat. C'est-à-dire que la police connaît deux réformes, grosso modo, à la fin du XXe siècle en France. Celle introduite par Pierre Joxe, et nous disent les policiers qu'on a rencontrés, celle aussi introduite par Claude Guéant, qui remet un peu la police sur le terrain, et puis qui re-hiérarchise la police. Et les policiers lui en sont très très redevables. Il a une estime au sein de la haute fonction policière considérable. Alors, c'est à la fois effectivement un préfet qui est monté très très haut dans la hiérarchie préfectorale, donc quelqu'un qui est très attaché, il ne cesse de le répéter, à la loi républicaine, à l'ordre républicain, ce qui est évidemment pour un préfet absolument fondamental. Et puis aussi, bien sûr, cette habitude qu'il a d'avoir, un policier est un policier, des réseaux, des correspondants, des informations qui remontent en permanence à lui et qui lui permettent, évidemment, grâce à ces informations, de connaître les dossiers, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Alors au départ, ce choix qu'a fait Nicolas Sarkozy de prendre pour directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur le préfet Guéant, sur la recommandation de Charles Pasqua, était un choix qu'on pourrait presque qualifier de technique. En tout cas, c'était l'homme qui lui convenait. Et par la suite, les choses ont changé, puisque au fil des années, il est devenu si important dans l'aide qu'il apportait au ministre de l'Intérieur que celui-ci l'a choisi pour être son directeur de campagne. C'est quand même un choix difficile, parce que, en principe, une campagne, c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment dans le respect des règles administratives. Il faut donner des coups et on en prend beaucoup. Comment se fait-il que Sarkozy ait fait ce choix qui pour lui a été heureux, puisque ça a marché? Alors, il faut juste dire un peu en préalable à la réponse à votre question que, malgré tout, Nicolas Sarkozy met Claude Guéant à l'épreuve, sans forcément que ça soit visible à l'œil nu ou que ce soit des choses qui ont été médiatisées, mais il le met à l'épreuve, notamment par exemple en le reprenant comme directeur de cabinet à Bercy, alors qu'a priori il n'a pas une expérience du monde économique, en l'imposant et en voyant comment Claude Guéant s'impose aux hauts fonctionnaires de Bercy qui, normalement, disent un petit peu dans les autres ministères la loi. C'est des gens puissants. Par ailleurs, Claude Guéant est passé quand même par une série d'épreuves au ministère de l'Intérieur qu'il a toutes surmontées et même toutes remportées, si on veut utiliser un vocabulaire de concours. Il arrête Colonna. Il met fin aux émeutes en banlieue en 2005 sans qu'il y ait d'épisodes dramatiques. Toutes choses qui n'étaient pas évidentes tout de même, et toutes choses qui, si elles avaient été un échec, auraient sans doute remis en cause la suite de sa carrière. Donc il y a, du côté de Claude Guéant, malgré tout, sans qu'on le sache vraiment, une espèce de mise à l'épreuve qui fait que, d'année en année, le personnage s'installe, mûrit dans des fonctions qui seront bientôt des fonctions politiques. Alors, directeur de campagne, c'était une provocation, pratiquement. Mettre un technicien, entre guillemets, directeur de campagne, et pas un politique. Ça lui a créé énormément d'ennemis. Ces ennemis, aujourd'hui, cohabitent avec. et malgré tout, même si Claude Guéant n'est pas un vieux briscard de la politique, il a su les contenir. Il a su empêcher qu'un certain nombre de gens qui critiquaient sa nomination et qui auraient bien aimé, finalement, qu'il n'aille pas jusqu'au bout, obtiennent gain de cause. Alors actuellement, on est quand même dans une situation qui est très nouvelle par rapport à celle que nous évoquions tout à l'heure, celle des anciens secrétaires généraux de l'Élysée, puisque maintenant nous sommes sous le règne du quinquennat, et qu'en plus le quinquennat est doublé d'une inversion des élections, donc on élit d'abord le président et les députés ensuite, mais du coup le Premier ministre a quasiment disparu. Tout à fait. Alors il reste maintenant le secrétaire général de l'Élysée. Et tout ça est assez cohérent, tout ça va dans le sens de la présidentialisation
voulu, souhaité par Nicolas Sarkozy, voulu, souhaité par Claude Guéant, qui a le sentiment, il ne le cache pas, d'être un des éléments du système pour que les institutions en France se présidentialisent le plus possible. Donc effectivement, les rapports avec le Premier ministre ne sont pas faciles, puisqu'aussi bien François Fillon s'est retrouvé à de nombreuses occasions en face d'un Premier ministre bis, d'un homme qui avait les dossiers entre les mains souvent plus complets que ceux qu'il avait sur son bureau à Matignon, et d'un homme qui avait des rapports avec ses ministres en direct. Donc effectivement, il y avait quelque chose d'un peu bicéphale, mais parfaitement assumé du côté de Sarkozy comme du côté de Guéant. Et un peu moins bien du côté de Fillon. Tout à fait. Alors il y a un autre élément que aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui donc le 25 et le président de la République doit s'exprimer ce soir à Toulon sur les circonstances économiques, sur la crise financière, et il se trouve qu'il a préparé, d'après ce que j'ai vu dans la presse, cette allocution avec un certain nombre de personnes, mais sans le Premier ministre. Alors que M. Guéant, lui, faisait partie, bien entendu, du groupe qui préparait. Il y a aussi, on peut citer le cas du G7, qui semble être devenu le G3 maintenant. Donc, on est quand même dans une situation dont on se demande si elle va pouvoir durer. Je sais qu'on sort un peu du système voulu par Nicolas Sarkozy avec un secrétaire général très important, mais est-ce que vous pensez, en tant qu'observateur politique, que cette disparition du Premier ministre peut se faire sans crise ? Sans crise, je sais pas. Ça dépend aussi beaucoup, je crois, du profil du Premier ministre. Non pas que je veuille expliquer que François Fillon est quelqu'un sans personnalité, nullement. Mais je crois qu'il y a aussi toujours, traditionnellement, dans la Ve République, une petite épreuve de force entre le président et le Premier ministre, avec des luttes de frontières, des luttes d'influence. Ça passe ou ça casse. Chirac est parti face à Giscard en 76. Sous Mitterrand, un certain nombre de gens aussi ont claqué la porte. Donc le rapport entre le Premier ministre et le Président de la République est toujours tout de même un rapport de force. Donc si le prochain Premier ministre est un homme qui a une personnalité plus affirmée, on peut douter évidemment que Nicolas Sarkozy aille dans cette voie, mais malgré tout, évidemment les hommes comptent en politique. Mais malgré tout, il est clair que le rôle du Premier ministre est affaibli, et il est clair que quelqu'un comme Claude Guéant, c'est ce qu'on suggère un peu à la fin du livre, peut être demain, par exemple, en fin de quinquennat, un Premier ministre à la mesure de ce que Nicolas Sarkozy souhaite, c'est-à-dire ce qu'on appelle à la fin, d'une manière un petit peu provocatrice, un préfet de France, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus dans l'action presque la très haute fonction publique exécutive que dans un rôle politique. Mais c'est d'ailleurs une constante chez les présidents de la République. Rappelez-vous, le général de Gaulle nomme Georges Pompidou après Michel Debré, et puis Couve de Murville, qui était certes ministre, mais qu'il considérait comme un exécutant fidèle. On a un petit peu la même chose avec Giscard d'Estaing qui nomme Raymond Barre, qui était certes un ministre déjà, enfin, etc., etc. Et donc, on s'aperçoit qu'au fond, la tendance naturelle, même au temps du septennat, était pour le président de la République de se doter, au fond, à Matignon, de son meilleur collaborateur. Bien sûr. Donc on peut se demander, je ne sais pas si c'est votre conclusion, si M. Guéant n'a pas quand même son bâton de maréchal dans sa poche. C'est pas impossible. Enfin, nous, c'est ce qu'on suggère, et pas uniquement parce qu'on aurait été inspiré par une quelconque muse politique, mais parce que un certain nombre de gens le suggèrent. De surcroît, Claude Guéant, qui a été directeur de campagne en 2007, si demain il était à Matignon pour la campagne liée au second quinquennat, prêterait évidemment son concours de façon loyale à Nicolas Sarkozy. Il y aurait en aucune manière des rivalités possibles. Donc, pour une fin de quinquennat, ce serait parfait, c'est sûr. Alors, deuxième aspect, un aspect que vous abordez un petit peu moins dans le livre, parce qu'au fond, il n'y a pas tellement de matière à cela, c'est celui de ces idées politiques. Alors elles sont bien entendu sous-jacentes en permanence, mais au fond, vous dites dans le livre que l'objectif que semble poursuivre Claude Guéant, c'est celui de faire respecter les engagements électoraux. Mais sa pensée propre, est-ce que vous la connaissez ? Alors, sa pensée propre, il la livre pas. Il la livre parfois de manière négative. C'est-à-dire que, par exemple, on avait tenté de lui suggérer que, parce que, bon, des gens nous l'avaient suggéré en premier, qu'il pouvait être attiré par un certain courant de droite français ancien, représenté par Charles Maurras, ou Barrès, etc. Et il nous a arrêtés tout de suite. Il nous a arrêtés tout de suite, comme c'est un homme très intelligent, extrêmement fin, il avait parfaitement compris ce qui se cachait derrière la question. Et il nous a arrêtés tout de suite en nous disant, d'abord, moi je viens d'un pays qui a été lacéré, massacré
par la guerre. Donc pour moi, la guerre, c'est ni une colline inspirée, ni des chants poétiques profonds, c'est le malheur, c'est la mort, etc. Donc là-dessus, il est très très clair. On n'a pas un Mauricien ou un Maurassien, pardon. Maurassien, oui. Voilà, à l'Élysée. Alors, vous dites En revanche, il cite volontiers deux sources d'inspiration. Le général de Gaulle, ce qui est assez normal pour un homme qui est né dans le nord de la France et qui est de droite. Et puis, Pierre Mendès France. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais en même temps, Mendès France, il le cite pour la qualité qu'on reconnaît en général à Pierre Mendès France, qui est justement la loyauté, c'est-à-dire le profil de l'homme politique qui, à la différence de pas mal d'entre eux, tient ce qu'il dit et dit ce qu'il fera, au risque d'ailleurs de durer fort peu longtemps. Donc Mendès, en ajoutant d'ailleurs un peu en codicile que Mendès pour lui est l'anti-Mitterrand absolu, Mitterrand représentant l'homme politique qui justement est dans le secret, dans la duplicité, dans le contraire, etc. Et le général de Gaulle. Mais au-delà de tout, Nicolas Sarkozy. Alors, ça ne nous éclaire pas beaucoup sur sa pensée profonde, même si on la devine facilement, puisque c'est un homme de droite, il ne le cache pas, il est bien sûr favorable au respect des institutions. Alors il y a un point quand même qui est assez étrange, on se demande comment il va pouvoir faire coïncider cette volonté qu'il a de faire en sorte que les promesses de campagne soient tenues, avec ce qui manifeste aujourd'hui, c'est qu'elles ne le sont pas vraiment, en tout cas pas complètement et loin de là même. Et là, je dois dire que je suis resté un petit peu, interloqué par cette situation. Vous l'expliquez très bien, mais on se demande quels vont être les développements d'une telle situation. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que Nicolas Sarkozy donne un coup à gauche, un coup à droite, il godille. Bien sûr. Oui. Et donc, quelle peut être la réaction? Est-ce que vous croyez que le préfet fermera les yeux, si je puis dire, sur ce qui ne peut pas lui échapper? Alors le préfet, c'est le titre du livre, murmure à l'oreille de Nicolas Oui. Sarkozy. Il ne vocifère pas à l'oreille de Nicolas Sarkozy, qui, j'imagine, ne tolérerait pas qu'on vocifère à son oreille. Donc on est dans le conseil, on est dans une relation forte, proche, où Claude Guéant donne régulièrement son point de vue. C'est le président qui tranche, in fine. Moi, je crois reconnaître ici ou là, depuis quelque temps, malgré tout, quelques influences guéantiennes, disons, pour faire un néologisme, sur un certain nombre de choses liées à une certaine forme de gaullisme social. Depuis quelque temps, on sent Nicolas Sarkozy un peu préoccupé par ça, l'intéressement, un certain nombre de choses comme ça. Et le gaullisme social, c'est quelque chose qui, quand on en parle à Claude Guéant, résonne, l'intéresse, le fait réagir. Mais on est loin de la rupture quand même. On est très loin de la rupture. La rupture, elle était voulue pour créer le choc politique. Guéant l'a accompagné. L'ouverture, Guéant, au ministre de gauche, en a été un des artisans. Après, les réalités s'imposent au président comme à ses conseillers. Oui. Alors, nous sommes face donc à un personnage qui, d'une certaine manière, vit une aventure totalement presque inespérée, pourrait-on dire, parce que l'âge il a 59 ans, je crois. 63. Ah, pardon, excusez-moi, oui, 63 ans, il avait 59 ans quand il est entré au cabinet pour diriger le cabinet de Nicolas Sarkozy. Et donc, à 63 ans, on est ou à la retraite ou proche de la retraite. Donc, on pourrait presque dire, pour lui, tout ce qui se passe actuellement, c'est du supplément. Est-ce qu'il le vit comme ça? Un petit peu, et curieusement, cet homme qui est réservé, qui parle peu de lui, voire pas, là, sur ce point-là, n'hésite pas à le dire avec une espèce de plaisir presque un peu enfantin, juvénile. Il prend ça effectivement comme un plus que la vie lui a donné, qu'il a été un peu cherché aussi, parce qu'il n'était pas obligé non plus de se lancer dans ce marigot politique, mais on sent bien qu'il a le goût du pouvoir aussi. Ce serait un contresens politique, je pense, de croire que cet homme qui est conseiller, discret, réservé, n'aurait aucun goût pour le pouvoir. C'est faux. Il a un goût pour le pouvoir, c'est clair. Mais il l'exerce à sa manière. Alors, il s'entend aussi bien que possible, car c'est un homme courtois et il est difficile de se fâcher avec lui. Mais enfin, tout le monde sait maintenant, et vous le confirmez dans le livre, que l'entourage initial et même actuel de Nicolas Sarkozy ne voue pas à M. Guéant un amour immodéré. Non. Et est-ce que ça ne risque pas, à un moment ou à un autre, de poser des problèmes?
Écoutez, jusqu'ici, Claude Guéant s'en est parfaitement sorti. Cet homme qui n'a pas les armes habituelles des hommes politiques qui sont dans le marigot depuis des dizaines d'années, a su finalement neutraliser ses ennemis politiques, nommément Frédéric Lefebvre, Pierre Charon, des gens comme ça. Il a su faire avec. Et je crois que c'est une des qualités d'un homme politique ou d'un homme d'État qui s'installe dans ce monde, c'est de savoir faire avec ses ennemis, parce que c'est la clé de la durée en politique, même à 63 ans. Si on ne sait pas faire avec ses ennemis dans son propre camp, ses ennemis en face, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce que disait Churchill, hein, occupez-vous de mes ennemis, mes amis, je m'en charge. Si on ne sait pas faire avec ses ennemis amis ou ses amis ennemis, on ne dure pas longtemps. Oui. Alors dans son cas, il est évident qu'il est plus difficile à ses ennemis d'obtenir une faille. Ils ont cru quand même pouvoir y parvenir à un certain moment par le biais d'une opération que vous avez appelée Monte Cristo. Monte Cristo. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération, cette étrange opération? Alors, ce groupe de proches de Sarkozy qui se sont trouvés un peu écartés au moment de la campagne présidentielle en 2007, avec aussi beaucoup l'influence de Cécilia Sarkozy, il faut le rappeler tout de même, ont cru pouvoir après prendre leur revanche une fois Cécilia Sarkozy partie et eux revenus. Et il y a eu effectivement au cours de l'année écoulée une petite opération qui a été montée pour faire croire après les élections municipales que Claude Guéant allait quitter l'Élysée, remplacé qu'il serait par Nicolas Bazire, qu'on voyait venir à l'Élysée régulièrement. C'est un très proche du président de la République, il est numéro 2 ou 3 du groupe LVMH. On est allé voir Nicolas Bazire, on lui a posé la question en direct, et il a démenti absolument vouloir prendre la place de Claude Guéant. L'opération, donc, a capoté. Nicolas Bazire, d'ailleurs, nous expliquant de manière assez intelligente que pour un président à qui on reprochait d'être bling-bling, aller chercher un secrétaire général de l'Élysée chez Louis Vuitton, Moet Hennessy, c'est peut-être pas ce qu'on faisait de plus intelligent. Une réponse qui, sans être extraordinairement politique, n'est pas malhabile, c'est voilà. Qu'on puisse dire. Alors, effectivement, l'avenir est maintenant très complexe, hein, il ne faut pas se le dissimuler. Il ne s'agit plus de M. Guéant et de M. Sarkozy, il s'agit pratiquement d'un phénomène planétaire. Est-ce que vous croyez qu'un homme comme Claude Guéant est encore bien à sa place dans la fonction qu'il occupe? Il a eu quand même une expérience, mais très brève, au ministère des Finances. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment ou à un autre, il faudra que quelqu'un de plus compétent, en tout cas en matière financière, ne vienne soit le suppléer, soit le remplacer? Je ne pense pas, parce que je pense que Claude Guéant n'est pas consulté par Nicolas Sarkozy comme un expert. Il y a par exemple à ses côtés un conseiller aux affaires économiques, François Pérol, qui fait parfaitement l'affaire, et même parfois, dit-on, un peu trop aux yeux de Madame Lagarde. Mais Claude Guéant est quelqu'un qui est là pour être une aide à la décision. Presque comme on pourrait le dire de certains logiciels informatiques. C'est une aide à la décision, et je crois que, de ce point de vue-là, pour Nicolas Sarkozy, il reste totalement efficace. Alors, nous allons voir évidemment ce soir, et puis dans les jours qui viennent, quelles seront les mesures qui seront prises. À mon humble avis, il n'y en aura aucune, car que faire dans une situation pareille? C'est comme se déclenche un tsunami, ce n'est pas celui qui se croit détenteur d'un filet à papillons qui va pouvoir arrêter le désastre. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de mesures qui seraient possibles, et parmi celles, et là nous revenons à Claude Guéant, parmi celles qui seraient nécessaires, qui auraient été nécessaires depuis le début, c'est quand même la baisse des dépenses publiques qui nous mettrait en meilleure posture, car vous avez observé que tous les spécialistes et les gouvernements du monde entier recommandent aux États d'essayer de mettre un peu d'argent au pot pour que l'économie ne s'affaisse pas. C'est ce qu'ont fait les Espagnols, 20 milliards, les Allemands vont pouvoir le faire, et nous ne pouvons plus. Quelle est la position de Claude Guéant sur le plan des dépenses publiques? Je pense que c'est un homme qui a une pensée économique plutôt du côté de l'économie, hein, de la moindre dépense. Je ne suis pas sûr que le bouclier fiscal était à ses yeux la solution la plus miraculeuse qu'on ait trouvée. Il dit les choses à Nicolas Sarkozy, il les dit en tête à tête. Donc jamais en public, jamais même devant un groupe restreint de gens. Donc il est très difficile de savoir
par lui ou par le président ce sur quoi ils se sont affrontés. Il dit simplement qu'il prend régulièrement la liberté de dire que son avis ne va pas dans ce sens-là. Je pense que, s'agissant d'économie, il a dû dire à plusieurs reprises qu'il fallait tenir les cordons de la bourse. Alors, autre point, et ce sera un des tout derniers de notre interview, il a paru aux étranges lucarnes, comme disait, il a enchaîné une période, et on a dit qu'il était en service commandé, mais est-ce que lui-même avait tendance à se mettre en avant ou pas? Parce que il l'a fait avec habileté, il était sur plusieurs chaînes de radio-télévision. Il ne se met pas en avant. Oui. Il s'arrange pour que, éventuellement, on le mette en avant. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, qui effectivement a décidé au début de son mandat que ses conseillers, pas uniquement Claude Guéant, joueraient un rôle. Certains s'y sont prêtés, d'autres pas. Claude Guéant, lui, avait une légitimité supplémentaire, puisque c'était le chef, entre guillemets, des conseillers. La limite, il la reconnaît un peu lui-même d'ailleurs, la limite, c'est l'annonce par un conseiller ou par le secrétaire général de l'Élysée de mesures. C'est-à-dire qu'un conseiller peut toujours être dans le commentaire, peut toujours être dans le discours, dans l'annonce politique de mesures qui vont avoir un effet immédiat sur la population, sur les Français, dans leur vie quotidienne, etc. La légitimité est beaucoup moins grande. Il en a fait un peu il l'a appris un peu à ses dépens. Je crois que maintenant il est beaucoup plus prudent dans ce domaine. Oui, en particulier lorsqu'il est intervenu je ne sais plus, c'est dans les Échos, je crois qu'il avait... Oui, absolument. Juste à la veille d'une intervention du Premier ministre, effectivement, c'était ce qu'on peut appeler un couac. Eh bien, il me reste à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Bernard Pellegrin, co-auteur avec Christian Duplan de Claude Guéant, L'homme qui murmure à l'oreille de Sarkozy, un ouvrage qui vous permettra, quand vous le lirez, de découvrir un personnage finalement assez attachant, en dépit d'une certaine froideur apparente, mais qui je crois inspire de l'estime, parce que c'est un homme qui paraît assez sincère dans ses convictions. En tout cas, c'est un livre écrit par des spécialistes de la politique qui ne s'en laissent pas compter. Donc, des informations qu'on pourra y glaner sont des informations de la meilleure source. Merci beaucoup. Merci à bientôt, j'espère. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. À bientôt, portez-vous bien et vive la France.